premier ensemble, du premier ensemble, on va dire, des fonctions croissantes, et un élément du deuxième ensemble des fonctions décroissantes, il n'y a aucune raison que la combinaison linéaire soit croissante ou décroissante. D'accord? Donc ici, on va vouloir montrer que ce n'est pas un sous-espace vectoriel, donc on va prendre ici un contre-exemple. Alors un contre-exemple, c'est par exemple prendre une application f qui va être croissante, et une application g qui va être décroissante. Donc l'idée, pour vraiment battre en brèche la chose, si on prend deux fonctions croissantes, ça fonctionnera. Si on prend deux fonctions décroissantes, ça fonctionnera. C'est le fait d'en prendre une croissante et l'autre décroissante qui va faire que ça ne fonctionne pas. Donc une fonction décroissante ici, et une fonction croissante là. D'accord? Donc ces deux fonctions ici, donc f décroissante, donc appartient à f1, et on a ici g croissante, donc appartient à f2, à f1, pardon. Donc ceci appartient à f1 car f appartient à ceci, et g appartient à f1 car g appartient à ceci. Si maintenant on prend une combinaison linéaire la plus simple du monde, à savoir f plus g, donc on fait uniquement une somme, ça suffira ici. La somme des deux, c'est l'application définie par x3 moins x. Si on se pose la question de savoir si celle-ci est croissante ou pas, on revient sur des problèmes d'analyse de base, à savoir ici potentiellement de signes de dérivée. Donc f plus g, et c'est infini en l'occurrence, sur R. Et pour tout x appartenant ici à R, on va avoir f plus g prime de x qui sera égal à 3x2 moins 1. Alors ce 3x2 moins 1, si on regarde bien, on peut le simplifier assez facilement. Parce que ce 3x2 moins 1, vous avez ici quelque part caché dedans deux valeurs d'annulation de cette quantité. Autrement dit, non seulement f plus g va changer de signe, f plus g prime, pardon. Mais du coup, notre fonction ne peut pas être monotone. D'accord? Donc là, en l'occurrence, si on regarde bien, en 1 sur racine de 3 et en moins 1 sur racine de 3, on va avoir annulation ici. Ici, on va avoir une fonction dérivée qui sera positive, et ici, négative. D'accord? Ce qui veut dire que finalement, notre fonction f plus g, elle n'est pas monotone sur R. Je rappelle que la monotonie sur R, c'est un caractère sur l'intervalle tout entier. Donc f plus g n'appartient pas à f1, donc f1 n'est pas un sous-espace vectoriel. Bon pour tout le monde? Alors pour f2, pareil, on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement. f2, c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent en 0. Donc l'ensemble des fonctions qui s'annulent en 0, c'est l'ensemble des fonctions telles que f de 0 soit égal à 0. Ici, c'est un sous-espace vectoriel. Alors, on peut le montrer, encore une fois, avec la caractérisation. Donc la caractérisation, je rappelle, vous voulez montrer que n'importe quelle combinaison linéaire d'éléments de votre ensemble, non pas de l'ensemble de départ, appartient bien, ici, à l'ensemble. Donc là, c'est lié aux opérations qu'on a définies sur E. Donc ici, quand on va faire lambda f plus mu g de 0, ça fera lambda f de 0 plus mu g de 0. Ça fera tout simplement ici 0 de R plus 0 de R. Il fera 0 de R. D'accord?
Parce que ici, on a 0, 0, et que lambda fois 0, ça fait 0. Donc, lambda f plus mu g appartient bien à f2. Ce qui nous amène à dire que f2 est bien un sous-espace vectoriel. Alors tout à fait, Martin. C'est bien cette histoire d'union, c'est-à-dire que là ici, on pourrait avoir une union qui fonctionne bien. Mais on a une union de deux choses qui semblent faire partie d'une même famille, qu'on a appelée la monotonie, mais qui correspondent à deux choses radicalement différentes, parce que si on creuse l'analyse, si on a une fonction dérivable, une fonction croissante, implique que la dérivée soit toujours positive. La fonction croissante implique que la dérivée soit toujours négative. Donc typiquement, finalement, avoir l'un ou l'autre, ça va être compliqué dès lors qu'on va faire des combinaisons linéaires. Allez, rapidement, donc on va pas tout redétailler, pareil pour la question 3 et la question 4, mais pour donner ici une petite idée. Donc f3, c'est encore une fois ici l'ensemble des fonctions qui s'annulent. Alors la différence, et c'est là où il faut l'écrire correctement, c'est que quand vous dites qu'une fonction s'annule, vous dites qu'il existe un x0 appartenant à R tel que f de x0 soit égal à 0. Et là, le problème fondamental qui va faire que ce n'est pas un sous-espace vectoriel, c'est ici, typiquement, on va avoir des fonctions qui ne s'annulent pas au même endroit. Donc, ça, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Et si on veut avoir une idée de contre-exemple, je vais vous redonner le même que j'avais donné à vos camarades, qui est un contre-exemple qui encore une fois, qui construit sur mesure, mais c'est souvent le cas pour les contre-exemples. Hop, hop, hop. On va me faire des traits droits. Donc si vous vous arrangez pour que finalement la somme ne s'annule plus, là où avant chacune des fonctions s'annulait quelque part, bah vous le pouvez. D'accord ? Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a ici une fonction qui s'annule en un point, et on peut très bien l'ajouter avec une autre fonction qui, elle, finalement, va s'annuler en un autre point. Faire en sorte comme ça qu'elle ne s'annule, finalement qu'elle soit... Alors attendez, même on peut faire plus simple que ça, c'est... Alors hop, prenez celle-ci où vous pouvez même en prendre une seule. Et si vous prenez une fonction discontinue, hop, votre fonction discontinue, vous pouvez très bien dire qu'elle s'annule ici. Maintenant, vous pouvez très bien décider de l'additionner avec ici son complémentaire quelque part et déterminer comme ça. D'accord ? Donc vous allez faire la somme de la fonction rouge et de la fonction verte, et en faisant la somme, bah vous obtenez quoi finalement ? Vous obtenez ici cette fonction toujours égale à une valeur donnée, et qui ne s'annule jamais. D'accord ? Donc ça, il faut imaginer que c'est... vous allez prendre ici, ça serait votre fonction f, ça serait votre fonction g, et ici, vous auriez la fonction f plus g ne s'annule pas. Voilà. Alors Jérémy, pour répondre à ta question, on ne peut pas savoir à l'avance tout le temps. Et oui, ça suffit comme contre-exemple. Donc on ne peut pas forcément... Alors il y a des cas plus simples avec l'habitude, il y a des choses qui sont plus évidentes. Quand vous aurez l'habitude sur les sous-espaces vectoriels, cet exercice il est assez évident. Alors attention Hugo, parce que si tu prends n'importe quelle fonction qui s'annule à des endroits différents, pour que ça soit un bon contre-exemple, il faut que tu montres que la fonction ne s'annule plus nulle part. Le but n'est pas qu'elle s'annule toujours au même endroit. En fait, l'ensemble F3 est permissif. Il paraît plus permissif que le fait de s'annuler en 0, mais malheureusement, quand on fait la somme de deux fonctions
si elles s'annulent finalement, l'une à un endroit, l'autre ne s'annule pas, mais qu'il y a une compensation, on se retrouve avec une fonction qui ne s'annule nulle part. Voilà. Hop. Allez, il nous reste donc le dernier. Donc le dernier, c'est un sous-espace vectoriel. C'est l'ensemble des fonctions impaires. Alors, pour se rendre compte, encore une fois, il faut travailler avec. La plupart du temps, partez sur le fait que c'en est un, sauf si c'en est trivialement pas un, et essayez de voir ce que vous pouvez en dire. Donc, vous avez ici l'ensemble des fonctions impaires, c'est donc l'ensemble des fonctions telles que pour tout x appartenant à R, f de moins x soit égal à f de x, avec un moins devant. Et là, pareil, vous allez simplement prendre deux scalaires, deux éléments quelconques de f4, et vous allez montrer que toute combinaison linéaire vérifie encore cette propriété. Et vérifier cette propriété, c'est dire que ceci en moins x est égal à moins ceci en x. Or, par rapport à ce qu'on sait, on va avoir lambda f de moins x, plus mu g de moins x. On utilise ensuite le fait que f et g appartiennent bien à f4, ce qui nous amène à avoir finalement moins lambda f de x plus mu g de x. Et ceci, c'est bien moins lambda f plus mu g, le tout en x. Voilà. Là encore une fois, ça c'est est-ce que f et g appartiennent à f4. Donc ici on est en présence d'un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc ça c'est sur des exemples très simples, sur le même ensemble, comment finalement des parties peuvent être ou non des sous-espaces vectoriels. Donc essayez de garder en tête toujours ces caractéristiques et de voir dans quel cas ça peut poser problème ou non. Alors à Martin, est-ce qu'il fallait absolument la discontinuité? On aurait certainement pu créer des choses non discontinues, mais la plupart du temps, encore une fois, sur des contre-exemples, si on n'avait pas d'obligation de continuité, faites un contre-exemple sur mesure. Là, c'est vraiment sur mesure. On prend le minimum de variabilité possible, on a une fonction qui ne s'annule qu'en un point, et l'autre fonction s'annule en une infinité de points, donc on a pris deux fonctions complémentaires. Et les deux appartiennent bien à l'ensemble en question. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui concerne l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2 qui porte donc sur la famille de polynômes. Donc je vous invite à tous l'avoir sous les yeux par ailleurs. Donc, vous avez le fichier qui est disponible sur la plateforme. Donc on a une famille de polynômes et on veut montrer qu'elle est génératrice de R3 de x. Alors pour montrer qu'elle est génératrice de R3 de x, il faut revenir à la définition de ce qu'est une famille génératrice. Tout simplement. Alors quand je dis tout simplement, c'est qu'encore une fois, l'algèbre est compliquée de base, je ne le nie pas. Mais si vous maîtrisez notamment vos différentes définitions et vos différents concepts, tout de suite ça se simplifie quand même pas mal. Donc encore une fois, pour ceux qui ont déjà vu ça en TD, donc notamment pour les élèves saint-quentinois, sincèrement ça fait pas de mal de le revoir une deuxième fois, et de toute façon après on va être sur des choses qui seront nouvelles pour tout le monde. Donc on essaye d'aller relativement vite, mais on peut pas aller trop vite non plus. Donc la question c'est, on a une famille de 4 vecteurs ici, d'accord? Donc on peut appeler ici le premier P1, hop. Donc appelons par exemple P1 le polynôme 1, P2 le polynôme 1 moins x, P3 le polynôme 1 moins x au carré, et P4 le polynôme 1 moins x au cube. Donc voilà nos polynômes. Nous on veut montrer que cette famille est génératrice. Alors pour montrer que cette famille est génératrice, donc typiquement P1, P2, P3, P4, génératrice de E qui est égal à R3 de x. Ça c'est équivalent à montrer, c'est ce que vous allez utiliser, c'est équivalent à montrer que pour tout polynôme P
appartenant ici à E, il existe A, B, C, D, des réels, tels que vous ayez P qui soit égal à AP1 plus BP2 plus CP3 plus D fois P4. D'accord? C'est la définition d'être générateur. C'est-à-dire que vous engendrez l'ensemble tout entier, c'est donc tout élément de l'ensemble peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces quatre éléments. Ce qui est assez fort, ça veut dire que si c'est vrai, pour engendrer une infinité de vecteurs et une diversité importante, vous n'avez besoin que de 4 vecteurs. Alors, autre remarque, on en avait parlé dans le cours aussi, ça c'est équivalent à dire que finalement, E est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par P1, P2, P3, P4. Alors, comment montrer ceci? Différentes méthodes. On va rester sur la méthode de base. La méthode de base, c'est donc prendre un polynôme quelconque qui appartient à E. Si on est sur un polynôme quelconque de degré O plus égal à 3, votre polynôme s'écrit de cette manière-là. Donc la question, c'est est-ce que ce polynôme qui s'écrit de cette manière-là, ça c'est la forme générale, d'accord, on a alpha, bêta, gamma, delta, qui sont des réels. Est-ce qu'on est capable d'égaler ce polynôme P avec quelque part cette forme-là? Est-ce qu'on peut trouver, donc la question c'est, peut-on trouver A, B, C, D, fonction de alpha, bêta, gamma, delta? C'est ça la question fondamentale à ce stade-là. Bon, pas mieux. Ah, hop. Donc pour ce faire, c'est soit vous savez directement trouver le lien entre les deux, soit vous allez supposer que le lien existe et vérifier que ça suffit. Donc cette démarche-là, c'est ce qu'on appelle une analyse, puis une synthèse. Alors là, on verra que la synthèse, elle est évidente. Supposons donc que la famille soit génératrice. Alors ça paraît contre-intuitif, mais je rappelle, l'analyse vise à trouver un ensemble de conditions nécessaires une fois qu'on a posé finalement ce que l'on cherche. Et idéalement, ces conditions nécessaires, si elles peuvent être suffisantes, tout ira bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Tout simplement, on va égaler les deux écritures. Donc on va avoir A fois 1, plus B fois 1 moins X, plus C fois, alors là je me permets d'aller un peu plus vite, plus D fois donc je rappelle, ici c'est la formule du binôme de Newton, ou de manière générale certains ont peut-être appris par cœur A plus B au cube. Et ceci doit être égal à alpha x3 plus bêta x2 plus gamma x plus delta. D'accord? Là, si vous regardez bien maintenant, vous avez une égalité de polynômes. Donc cette égalité de polynômes, elle va impliquer des choses importantes pour nous. Parce qu'on l'a vu dans le cours sur les polynômes, mais on l'a revu également dans le cours d'algèbre. Cette égalité de polynômes implique que les coefficients vont être égaux. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va égaler les coefficients. Alors pour égaler les coefficients, il faut quand même faire un petit peu de travail. Là, on regarde qu'est-ce qui reste en x3. Donc on va avoir moins d x3 d'un côté,
Ici en x2, on va avoir C plus 3D x2, plus en x, nous allons donc avoir un moins B, moins 2C, moins 3D, facteur de x, et ensuite on va avoir A plus B plus C plus D, qui doit être égal à donc alpha x3, plus bêta x2, plus gamma x, plus delta. Alors vous remarquez ici une première chose, c'est que je me suis permis de mettre une équivalence. Dans l'absolu, à partir du moment où je fais une analyse, je pourrais raisonner que par implication. Mais en fait, je vais me rendre compte que cette analyse, étant donné que je vais rester sur des équivalences, va être aussi une synthèse en même temps. C'est-à-dire que écrire que ceci est possible, c'est équivalent à dire que ceci doit être vrai. Ce qui va être équivalent à dire que nos différents coefficients ici s'égalent. Autrement dit que moins d est égal à alpha, que c plus 3d est égal à bêta, que moins b moins 2c moins 3d est égal à gamma, et que a plus b plus c plus d est égal à delta. Alors on n'a pas terminé pour autant, ce que je vous rappelle, la question c'est de savoir est-ce qu'il existe A, B, C, D qui conviennent. Pour l'instant, moi je peux dire que il existe alpha, bêta, gamma, delta. Si je prends un polynôme P qui s'écrit comme AP1 plus BP2 plus CP3 plus DP4, je peux bien trouver alpha, bêta, gamma, delta qui conviennent. Mais ça on le sait pourquoi, et on reviendra dessus, parce que tout simplement ceci est l'écriture de base d'un vecteur. Donc ce qu'on verra c'est que x3, x2, x et 1, c'est une famille génératrice canonique de R3 de x. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est exprimer la relation inverse. Donc on va tout simplement inverser ce système. Pour inverser ce système, il faut exprimer maintenant alpha, hop, parce que je suis en train de faire la même chose. Il faut donc exprimer A, B, C, D en fonction de alpha, bêta, gamma, delta. On va avoir D qui est égal à moins alpha, ce qui veut dire que C va être égal à bêta moins 3D, donc bêta plus 3 alpha. On va avoir ensuite donc moins 3D qui est égal à gamma plus B. Pardon, ça on a pris le mauvais. Hop. On va donc avoir B qui va être égal à moins B, moins 2C, et ici moins 3D. B n'a rien à faire là. Hop. On va le réécrire un petit peu autrement. Hop. Donc je reprends. Donc B vous le faites passer de l'autre côté. Il vous reste ce moins 2C, donc ce moins 2 bêta, moins 6 alpha. Vous avez ce moins 3D, donc plus 3 alpha, et vous retirez ce gamma. D'accord? Autrement dit, il vous reste ici moins 3 alpha, moins 2 bêta, moins gamma. Ensuite, vous avez encore A à obtenir, c'est tout simplement moins B, moins C, moins D, plus delta. Donc moins B, on va avoir ici 3 alpha, plus 2 bêta, plus gamma, moins bêta, moins 3 alpha, et ici, plus alpha, et le tout plus delta. Donc vous regardez ce qui reste, et ici, vous avez 3 alpha, il reste alpha, bêta, vous avez bêta, gamma, delta. D'accord? Donc là, encore ici, la différence fondamentale par rapport à l'écriture d'avant, c'est qu'ici, si on regarde bien, hop, on va mettre en une autre couleur. Hop. Là, vous avez les coefficients finalement alpha, bêta, gamma, delta en fonction de A, B, C, D, alors qu'ici, vous avez les coefficients A, B, C, D en fonction de alpha, bêta, gamma, delta. Et c'est pas du tout la même chose.
Notamment, le système n'a pas de raison de pouvoir s'inverser comme on veut. D'accord? Là, on a alpha, bêta, gamma, delta, fonction de ABCD. Et ici, on a bien ABCD, fonction de alpha, bêta, gamma, delta. Et c'est bien cette réponse-là qu'on a. Donc, à la question initiale, est-ce qu'on peut trouver ABCD, fonction de alpha, bêta, gamma, delta, telle que l'égalité entre ceci et cela soit vraie? Oui. Non seulement c'est vrai, mais en plus, on pourrait se rendre compte ici que la relation elle est unique. D'accord? Donc, moralité, la décomposition sur P1, P2, P3, P4 existe. D'accord? La synthèse, en fait, là, on n'a même pas besoin de la faire parce qu'on peut se rendre compte qu'on a raisonné que par équivalence. Donc, la famille est génératrice. Alors, on vous demande maintenant de vous poser la question de la liberté. Alors, première remarque. Donc là, on parlait de l'aspect générateur. Pour la liberté. Une remarque importante que vous pourriez faire, c'est ici que le raisonnement fait précédemment par équivalence, il vous a apporté en fait une unique solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez montré en fait que la combinaison linéaire, ce qui veut dire finalement les coefficients ici A, B, C, D, elle est unique. D'accord? Si vous regardez bien, c'est bien ce que vous avez montré. Et ce qui est important de voir, c'est que ce raisonnement était fait par équivalence. Donc c'était pas un raisonnement qui finalement n'admettait qu'une partie de vos hypothèses. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, on pourrait déjà l'utiliser comme ça en fait. Alors simplement, comme c'est là un peu la première fois pour certains qu'on reparle de liberté et de la manière de le montrer, on va juste rappeler pourquoi, effectivement, et on va remontrer rapidement pourquoi est-ce qu'elle est libre. Donc montrons que la famille est libre. Donc pour montrer qu'elle est libre, on revient à la définition. Donc montrer qu'elle est libre, ça revient à montrer que pour tout, on va reprendre les mêmes notations, hein. Pour tout, ici si vous regardez bien, donc on avait pris la notation initiale où les coefficients selon la famille, on les avait appelés A, B, C, D. On va faire pareil. Donc ça revient à dire que pour tout A, B, C, D appartenant à R4, A, P1 plus B, P2 plus C, P3 plus D, P4 doit être égal, enfin, si ceci est égal à 0, à ce moment-là, A égale B égale C égale D égale 0. C'est le sens, encore une fois, de la liberté. Alors, j'attire votre attention, ici, c'est 0 de E. Alors que ici, ça devient 0 de R. Donc, la liberté de la famille, ça revient à dire que la seule combinaison linéaire nulle, c'est la combinaison linéaire où tous les coefficients sont nuls. Donc, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que typiquement, là, ici, vous pouvez vous resservir de ce que vous avez montré,
Parce que si vous reprenez, imaginons ici, le raisonnement, vous prenez toute cette partie-là qu'on a faite à gauche. D'accord? Et ici, vous allez simplement remplacer quoi? Vous allez remplacer ce polynôme P par 0. D'accord? Et vous allez vous servir de votre travail en remplaçant. Donc si vous remplacez ici étoile par 0, donc l'étoile c'est toute l'expression à droite, le second membre, on est capable de réutiliser ici nos équations. C'est-à-dire nos équations, si vous regardez bien, encore une fois, hop, on revient, désolé ça bouge, hein, c'est normal. Donc ici ce qu'on s'est fait là, hop, on peut ici le recopier, je pense. On va voir. C'était un. Voilà, c'est magique. Donc là ici, si on regarde un petit peu ce qui reste, donc là, moi je me sers que de l'implication, j'ai pas besoin de plus. Là on est dans le cas finalement on part d'un polynôme nul. Autrement dit, au lieu d'égaler ceci à alpha, bêta, gamma, ça c'est égal à 0, 0, 0 et 0. Qui sont les coefficients, encore une fois, du polynôme nul. Et ça, si vous regardez bien, vous faites ce qu'on appelle une redescente. Vous avez un système échelonné, on verra plus tard ce que ça veut dire. Bah, ça implique que D égale 0, mais si D égale 0, C égale 0, donc B égale 0, donc A égale 0. D'accord? Donc, la famille est bien libre. Alors, si on revient sur ce qu'on a dit, on a donc une famille génératrice de E. Cette famille, elle est également libre. Moralité, P1, P2, P3, P4 est une base de E. Alors on a quelque chose en plus, hein, par rapport à... Alors, Angela, oui, c'est la seule façon de caractériser les libertés. Encore une fois, c'est la seule façon efficace. Si on prend cette caractérisation par la combinaison linéaire nulle qui implique la nullité des coefficients, c'est parce que, encore une fois, c'est celle qui est la moins ambiguë. Parce qu'on pourrait très bien essayer de dire, oui, est-ce qu'on peut trouver une combinaison linéaire de l'un par rapport aux autres? Mais ça impliquerait à chaque fois de tourner sur celui qui pourrait être combinaison linéaire des autres. Or, c'est inclus dans cette notion de combinaison linéaire trivialement nulle. Alors, une remarque par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment, c'est qu'ici, quand je dis précédemment, c'était l'air dans le cours. Ici, le cardinal de cette famille, c'est 4. D'accord? Vous avez 4 éléments de cette famille. Et vous dites ici que ces 4 éléments suffisent à constituer une base de E. Moralité, par rapport à la dernière chose qu'on a vue ensemble, vous êtes en train de dire que la dimension de E, c'est 4. Et que E de dimension finie. Donc ça, vous inquiétez pas, on le reverra, hein, dans le sens où quand on va continuer le cours sur les sous-espaces vectoriels et de manière générale les espaces vectoriels de dimension finie, on aura notamment un certain nombre d'espaces de base à connaître. Et la famille des polynômes de degré inférieur ou égal à n est un des espaces vectoriels de dimension finie à connaître. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice ? Je vais vous laisser le temps d'écrire pour certains. Sinon, encore une fois, à la fin du cours,
Je prendrai 5 bonnes minutes de questions, s'il y en a. Et n'oubliez pas non plus de les poser sur le forum. Est-ce que ce procédé est valable pour toutes les familles de polynômes? Alors pour toutes les familles de polynômes, on verra qu'à partir du moment où on se place dans un ensemble qui est assez bien connu, on pourra même anticiper ou non son aspect générateur ou pas. Enfin, plus précisément, on verra que si la famille est de tel ordre, de tel type, on pourra garantir qu'elle est par exemple libre, et génératrice, ça sera assez facile à voir. Moi, monsieur, c'est moi. Oui. C'est juste une question du coup. Mais est-ce qu'on peut pas dire que, enfin, on peut pas voir directement que vu que c'est, enfin, comment on dit, échelonné, je crois, bah, directement c'est une base canonique. Ah, attention, 2 choses, hein, William. Donc le terme de famille échelonnée, on ne l'a pas encore vu. Ah, pardon. D'accord. Donc on le verra, on le mentionnera dans les espaces de dimension finie. Donc effectivement, toute famille échelonnée de polynômes est libre. Pour ce qui est de la base, il faut encore tenir compte de la dimension. D'accord? Parce que si je prends une famille de polynômes, si je prends une famille de 5 vecteurs qui sont pas seulement dans R3, ça fonctionne pas. D'accord. D'accord? Okay, merci. Ensuite, est-ce qu'on peut former? Non, c'est pas ce qu'on veut montrer, Léo. D'accord? Là, il faut que vous compreniez ici cette phrase-là, celle-ci, hein. Celle-ci, il faut vraiment que vous la compreniez. Donc, celle-là. Nous, le but n'est pas de montrer qu'on soit voir 0. On sait que quitte à prendre A, B, C, D nul, on pourra obtenir la combinaison linéaire nulle. Donc le problème n'est pas là. On va supposer que la combinaison linéaire est nulle, avec A, B, C, D, qui existe dans tous les cas. Donc, encore une fois, ici, quand j'écris ceci, je dis pas que pour tout A, B, C, D, la combinaison linéaire est nulle, je dis, pour tout A, B, C, D, si la combinaison linéaire avec les A, B, C, D est nulle, alors la liberté implique que A égale B égale C égale D égale 0. Donc c'est pas de prouver qu'on peut former 0 avec une combinaison linéaire, c'est de prouver que la seule manière de former 0, c'est de prendre des coefficients nuls. D'accord? Donc effectivement, ça c'est important parce que c'est une distinction qui après, si vous n'avez pas compris, on va dire la subtilité, bah, vous écrivez soit que ça doit être tout le temps nul, soit que finalement vous ne cherchez pas l'implication là où elle est. Voilà, voilà. Alors, l'exercice 3 sur UVW linéairement indépendant, U plus V, U moins V, U moins 2V plus W linéairement indépendant, c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait pour l'exercice 2. Donc on va plutôt s'intéresser un petit peu à l'exercice 4, toujours sur la liberté. On va prendre quelques exemples et voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas pour autant à chercher tous les exercices et à poser des questions s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Donc l'exercice 4. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on nous demande dans l'exercice 4, on nous demande de montrer sur des familles de R3, donc des familles de R3 ou de R2. Non, on a famille seulement de R3. D'accord. Donc on est dans R3. On verra plus tard en termes de dimension ce que ça peut impliquer. On a 4 familles différentes. La première famille, c'est une famille de 2 vecteurs, et les 3 autres sont des familles de 3 vecteurs. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut obtenir des familles génératrices, libres, et donc éventuellement des bases. Alors, si on prend, encore une fois, la première famille. Donc la première famille, on prend donc ces 2 vecteurs ici, et je vous rappelle, il y a 2 questions à se poser pour l'instant. On verra un peu avec les dimensions qu'on a moins de questions à se poser que ça finalement. Donc est-ce que cette famille est libre et est-ce qu'elle est génératrice? Donc on la traite dans l'ordre que l'on veut, pour le moment. Donc si on regarde,
son aspect générateur. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'encore une fois, tout élément de R3 peut être engendré par ces deux vecteurs? Alors, on peut faire une analyse. Encore une fois, vous posiez la question de savoir est-ce qu'on peut savoir à l'avance. Si on ne sait pas, on fait une analyse et on voit ce qui donne. Supposons que oui. Si vous faites une analyse, soit c'est possible et vous allez tomber sur des conditions nécessaires, soit ce n'est pas possible et vous allez tomber sur des conditions suffisantes. Alors, si c'est générateur, ça veut dire que pour tout ABC, donc qui est un élément de R3, d'accord, il existe, alors, dit autrement, hein, parce que ça peut choquer certains, ça c'est un seul élément à la base. Des fois je mélange un peu les deux, au sens mélangé, c'est-à-dire que dans les écritures, on peut prendre un triplet de valeurs qui ne sont pas, mais ici on travaille dans E, qui est R cube. Donc pour tout élément X qui va s'écrire ABC de R3, ça veut dire qu'il existe alpha, bêta, appartenant à R2, tel que donc X soit égal à alpha X1 plus bêta X2. Ça va impliquer quoi? Ça va impliquer donc que ABC va être égal à alpha plus bêta. Je fais directement une somme, une combinaison linéaire de vecteurs usuels. Voilà ce que vous allez obtenir. D'accord? X c'est ABC. Alpha X1 ça va donc être alpha fois 1, 0, 1. Bêta X2 c'est bêta fois 1, 2, 2. Donc quand vous allez faire l'opération, vous allez obtenir ceci. Alors ceci, si on regarde bien, ça va impliquer donc que par unicité de ce qu'est l'écriture d'un vecteur, hein, d'après ses coordonnées, vous avez à ce moment-là A qui est égal à alpha plus bêta, B qui est égal à 2 bêta, et C qui est égal à alpha plus 2 bêta. La question fondamentale, c'est est-ce que je peux, du coup, ici, avoir tous les vecteurs ou pas? Alors, si c'est pas évident pour vous, regardez ce qu'on a obtenu ici. Si je regarde bien, vect de x1, x2, c'est donc l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire de cette forme-là. C'est l'ensemble des alpha plus bêta, 2 bêta, alpha plus 2 bêta, quand alpha, bêta appartiennent à R. Est-ce qu'on peut tout décrire? On va faire un petit test. Prenons alpha égale 1, et par exemple, bêta est égal à 1. Si on regarde ce qui est dans cette chose-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir ici 2, 2 et 3. Ça appartient bien à vect de x1, x2. Mais si vous regardez bien ce qu'on a fait, quand on a ici imposé alpha et bêta, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a fait un choix. Ça, à la limite, il est quelconque, parce que jusque-là, je peux créer finalement n'importe quel nombre. Mais on s'est rendu compte que ce choix-là, ici, il avait un petit peu bloqué le troisième choix. Alors pour s'en rendre compte, c'est si je prends maintenant 2, 2 et autre chose, par exemple 2, 2, 0, 2, 2, 0 n'appartient pas à vect de x1, x2. Parce que si je prends 2 et 2 ici,
Ça veut dire que j'ai pris bêta qui était égal à 1 là, et donc pour avoir 2 ici, j'ai pris alpha qui était égal à 2 moins bêta, donc qui était aussi égal à 1. Et pour appartenir avec 2x1, x2, j'aurais donc dû être égal à 3. D'accord? Ah non, ça n'appartient pas. Moralité, vous avez une infinité de vecteurs en fait qui n'appartiennent pas au sous-espace vectoriel engendré par x1, x2. Donc celui-ci, dit autrement, ça, c'est un contre-exemple parmi tant d'autres. Et ce contre-exemple nous permet de conclure que, tout simplement, la famille n'est pas génératrice. Donc c'est bien important de comprendre la démarche et de comprendre aussi comment ça peut fonctionner, ce qui est permis ou pas permis. Encore une fois, l'ensemble des combinaisons linéaires, vous avez accès à une certaine diversité, mais là ici en l'occurrence, la diversité n'est pas suffisante. Alors la question maintenant, est-ce que cette famille, toutefois, est libre? On va faire comme précédemment, on va se poser la question, soit, donc ici on va se donner soit alpha, bêta, des réels, tels que, encore une fois, vous les posez tels que vous obtenez la combinaison linéaire nulle. Alors la combinaison linéaire nulle, encore une fois, ici c'est le vecteur nul. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours on peut réutiliser une partie de ce qu'on a fait, alpha x1 plus bêta x2. Pardon, c'est 0 de E. Il nous manque une coordonnée ici. Hop. Voilà. E est égal à R3. Alors, on va avoir alpha plus bêta qui est égal à 0 en repartant de cette écriture ici. Dans le même temps, on va avoir ici 2 bêta qui va être égal à 0 et alpha plus 2 bêta qui est égal à 0. Ce qui nous amène à obtenir bêta égale 0 d'après la deuxième. Si je réinjecte dans l'une des deux autres, et que je vérifie bien que ça fonctionne, j'obtiens ceci. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends deux scalaires tels que ceux-ci soient vrais, nécessairement, ces scalaires sont nuls. Donc la famille est libre. D'accord? Encore une fois, cette méthode de prendre une combinaison linéaire nulle pour montrer que les coefficients sont nuls, c'est quelque chose qui va être fondamental. Donc il faut l'avoir en tête parce que, quel que soit le type d'exercice qu'on va avoir, la méthode, elle, sera identique. Go, 2, 2, 3 appartient à vecteur de x1, x2. C'est 2, 2, 0. Si tu ne vois pas pourquoi, on a caractérisé ce qui était vecteur de x1, x2. C'est les vecteurs de la forme alpha plus bêta, 2 bêta, alpha plus 2 bêta. Autrement dit, si tu regardes bien, tu as le choix de alpha et de bêta, mais quand tu vas fixer alpha et bêta, ce dont tu ne te rends pas compte initialement, c'est que même si tu as une liberté presque totale pour fixer ces deux-là, tu vas avoir la troisième composante en fait qui va être dépendante des deux autres que tu as fixées. Tout simplement. Sinon, je t'invite, si vous ne voyez pas, mais justement, Pavel, on ne peut pas trouver 2, 2, 0. Si on pouvait, il appartiendrait au sous-espace vectoriel. D'accord? Regardez. Si je reprends encore une fois cette égalité ici, je reprends cette égalité, et je vais réutiliser ce qui est marqué ici avec ABC, qui est égal à 2, 2, 0. Si jamais il appartenait avec de x1, x2, ça voudrait dire que on pourrait écrire que 2 est égal à alpha plus bêta,
que 2 est égal à 2 bêta, et que 0 est égal à alpha plus 2 bêta. Ce qui impliquerait que bêta est égal à 1 d'après la deuxième, que alpha est égal à 1 d'après la première, et ici, que 0 est égal à 1 plus 2, donc à 3. Et j'espère que tout le monde est d'accord pour dire que ceci est quand même légèrement problématique. D'accord ? Non, je comprends pas le sens de ta question, Raphaël. C'est pas pourquoi on prend ce contre-exemple, c'est il nous faut un contre-exemple pour montrer qu'elle n'est pas génératrice. Si tu veux en prendre un autre, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un seul contre-exemple qui marche, mais je rappelle que pour montrer une propriété, notamment une propriété qui doit être vraie pour tout, soit on la montre qu'elle est vraie et on doit le montrer pour n'importe quel élément, soit on veut montrer qu'elle est fausse et on fournit un contre-exemple. Non, c'est pas comme montrer par l'absurde. Pas tout à fait. D'accord ? Ça serait de l'absurde si on commençait à dire je suppose ici. Il y a une notion d'absurde si on va par là à partir du moment où l'analyse nous amène une contradiction. D'accord ? Mais on ne part pas directement par l'absurde. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas a priori si ça va marcher ou pas. Donc il y a quand même une notion d'arriver à une contradiction, mais le raisonnement là c'est plutôt de se dire je fais une analyse de la situation, c'est-à-dire je suppose que ce que je souhaite existe et je vais arriver à un certain nombre de choses. D'accord ? Bien sûr, c'est ce qui est indiqué en violet. C'est lui le contre-exemple. Le 2-2-3, c'est pour ça qu'il est entouré, c'est pour ça que lui n'appartient pas. 2-2-3 appartient à un vectoriel. Nous, encore une fois, pour prouver que la famille n'est pas génératrice, il faut montrer que certains éléments ne peuvent pas être obtenus par combinaison linéaire de la famille. Oui. Et encore, on a pris 2-2, mais si vous prenez alpha qui est égal à 1 et bêta qui est égal à 0, vous pouvez de la même manière montrer que 1, 0, 1 appartient à vect, mais que 1, 0, 2, par exemple, n'appartient pas. Et donc que 1, 0, 3 non plus, 1, 0, 45 000 non plus. Donc il y a une infinité d'éléments de notre espace de départ qui ne font pas partie de cet ensemble engendré par x1 et x2. D'accord ? Donc il est fondamental effectivement de comprendre comment ça s'articule. Parce que ce qui est important notamment dans cette phase-là pour l'instant, c'est d'acquérir les raisonnements, d'acquérir les méthodes de base, et ensuite si vous les voyez dans un cas de dimension finie, pas dimension finie, des matrices, des fonctions, etc., vous avez compris comment ça marche. Voilà. Alors on montrera d'ailleurs plus tard que, non pas si longtemps, que R3, c'est un espace de dimension 3. Donc si c'est un espace de dimension 3, il nous faut au moins 3 vecteurs pour pouvoir l'engendrer. 3 vecteurs quelconques ne suffiront pas forcément, mais il en faut au moins 3. Voilà. Alors, on va refaire par exemple, on va faire le deuxième rapidement, et puis ensuite, pour les 10 minutes qui nous restent, on essaiera de voir le dernier exercice du recto. Voilà. Donc, pour le reste, vous déroulez encore une fois de la même manière. Il n'y a pas de problème. Donc pour ceux qui l'ont cherché, n'ayez pas peur. Vous déroulez la méthode et vous voyez si vous arrivez à une contradiction ou non. C'est tout. Alors, pour le petit 2, par exemple celui-ci on va pas le faire, on va essayer d'en trouver un autre. En l'occurrence, le petit 2, on a une famille qui est libre et génératrice. D'accord ? Je vous invite à refaire la même chose que ce qu'on a fait précédemment, avec 3 vecteurs x1, x2, x3, et montrer donc que ces vecteurs forment bien une base de E. D'accord ? N'oubliez pas, hein, ce qu'on fait ensemble, encore une fois, c'est
ça a des vertus, c'est de vous montrer un certain nombre de choses, c'est de vous donner un certain nombre d'explications pour que vous arriviez, vous, ensuite derrière, à être en capacité de le refaire. Alors si on prend le troisième exercice, voyons voir, enfin le troisième, le petit c. Comment lui? Tac, tac, tac. Alors, quelle famille on a ici? Alors, on va prendre le petit c par exemple, et puis ensuite on s'arrêtera là-dessus. Ici on a x1, donc x1, x2, x3. 1, 2, 1. Donc vous posez la même chose que précédemment, et ici on va voir pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, pour des raisons différentes finalement du petit a, mais effectivement ça ne va pas fonctionner. Et 1, moins 1, moins 2. Donc si on regarde la liberté, donc on va faire la même chose, donc on va prendre ici 3 scalaires, pour former une combinaison linéaire nulle. Alors cette combinaison linéaire nulle, je rappelle, c'est 0 de R3, c'est donc le vecteur 0, 0, 0. Si on regarde ce que ça va donner, donc avec l'habitude vous le ferez assez rapidement, hein. Dans la première composante, vous allez avoir alpha x1, donc on va avoir du alpha. Dans le deuxième vecteur va nous rapporter 2 bêta, et le troisième, gamma. Donc on va avoir finalement alpha plus 2 bêta plus gamma. Ici on va avoir 2 alpha plus bêta moins gamma. Et ici alpha moins bêta moins 2 gamma. Et tout ceci doit être égal à 0, 0, 0. Autrement dit, toujours par identification, et ici c'est une écriture unique sur une base canonique, on reviendra dessus plus tard, on a tout ceci qui doit être égal à 0. Chacune des composantes ici doit être égale à 0. Alors en apparence, ici c'est pas évident de savoir si on peut avoir une famille libre ou pas. La question, encore une fois, c'est est-ce que ceci se ramène à alpha égale bêta égale gamma égale 0. Voilà. Pour ce faire, généralement, on le verra quand on fera des systèmes matriciels. Pour l'instant, on les fait un petit peu à la main. On peut très bien faire des combinaisons linéaires ici sur les lignes pour éliminer un certain nombre d'influences. Alors, par exemple, c'est pas la seule, on peut aller, là on va faire simple, hein, on va même pas faire la méthode générique. Là on a un bêta ici et on a un moins bêta. De la même manière on pourrait éliminer le gamma avec ici. Donc si on fait par exemple 1 plus 2, alors juste on reviendra dessus plus tard, mais quand vous faites ce genre de choses, il faut faire attention à garder ici le reste des équations. Donc si on fait 1 plus 2, on va retenir ici 3 alpha plus 3 bêta qui est égal à 0. Et on a de nouveau 2 alpha plus bêta moins gamma qui est égal à 0, et alpha moins bêta moins 2 gamma qui est égal à 0. La première nous donne que alpha doit être égal à moins bêta, que bêta est égal à moins alpha. Donc ici, moralité, vous avez 2 alpha plus bêta moins gamma qui doit être égal à 0. Donc 2 alpha c'est moins 2 bêta plus bêta. Vous avez moins bêta moins gamma qui est égal à 0, donc vous avez un gamma qui est égal à moins bêta. Vous remplacez dans la dernière, vous allez avoir de la même manière moins 2 bêta moins 2 gamma. Vous avez aussi gamma qui est égal à moins bêta. Un moins ici. Moralité, ici,
et c'est pour ça que j'ai fait celui-ci, c'est pour voir un petit peu ce qui peut se produire, ce dont vous n'avez pas l'habitude. Alors ce dont vous n'avez pas l'habitude, pour être clair, c'est d'avoir un système de 3 équations à 3 inconnus, avec des redondances à l'intérieur. Pour vous, on vous a toujours laissé résoudre des systèmes de 3 équations, de n équations à n inconnues, idéalement n égale 2, qui avaient finalement une seule solution. Là, si on regarde bien, on est passé d'un système où on avait 3 équations à un système où on n'en a que 2. Et encore, j'ai mis ici ce genre de choses, mais en fait, ce sont des équivalences. Là, si je peux mettre des équivalences. Tous les raisonnements que j'ai faits ont conservé ici l'équivalence de mes propositions. Vous ne voyez plus? Pour certains? C'est bon? D'accord. On a bientôt terminé, hein. De toute façon vous aurez ce que j'ai écrit, et bien évidemment vous avez l'audio aussi. Encore une fois, on essaie de faire au maximum donc pour que vous ayez la vidéo et l'audio. L'audio est pas inintéressant à lui tout seul. Mais vous aurez de toute façon les notes que j'ai prises. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous regardez bien, ce système de 3 équations à 3 inconnus, finalement, se résume à un système de 2 équations à 2 inconnus. Enfin, de 2 équations à 3 inconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a ici ce qu'on appelle un système sous-contraint. Il est sous-contraint, ça veut dire qu'en fait, on a une liberté plus importante que ce qu'on croyait. On croyait qu'avec 3 équations et 3 inconnus, ça nous imposait finalement alpha, bêta, gamma, par exemple nul. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, tant que vous vérifiez ceci, vous vérifiez en fait cela. Dit autrement, si vous prenez bêta qui est égal à 1, et que vous respectez votre système, à savoir alpha est égal à ce moment-là à moins 1, et gamma qui est égal à moins 1, vous pouvez normalement vérifier que si vous faites moins 1 fois x1, on va mettre un fois comme ça, mais si on met moins 1 fois x1 plus 1 fois x2 moins 1 fois x3, je vous laisse vérifier qu'en fait ceci, ça fait 0, 0, 0. Alors, non seulement vous avez trouvé ici un triplet non nul, qui annule. Donc là, ça veut dire que la famille est liée, elle n'est pas libre. Mais en plus, au passage, en faisant le raisonnement, vous avez trouvé en fait une combinaison linéaire, donc une relation entre les différents vecteurs. Alors pour l'avoir, il s'agit simplement de mettre 0. Vous pouvez obtenir par exemple ici que, en particulier, x3 est égal à x2 moins x1. Et vous voyez pourquoi, du coup, elle ne peut pas être libre. Parce que je rappelle que la liberté, une des choses équivalentes que l'on peut dire, c'est que la famille est libre si et seulement si aucun vecteur de la famille ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Or, pour x3, c'est pas le cas. De la même manière, on aurait pu écrire x1 en fonction de x2, x3, etc. Donc la famille est liée. Et vous pouvez montrer de la même manière que la famille n'est pas génératrice. Alors pour l'obtenir, vous faites le même raisonnement que précédemment et vous allez vous rendre compte que certains vecteurs ne sont pas accessibles avec uniquement ceci. Et si vous comprenez pourquoi, si vous avez suivi ce qu'on vient de faire, plus précisément, ici il faut bien comprendre en fait que le sous-espace vectoriel engendré par x1, x2, x3, il n'est pas si diversifié que ça. À partir du moment où vous dites que x3 c'est une combinaison linéaire des deux autres, en fait ça se réduit au sous-espace vectoriel engendré par x1 et x2. Les combinaisons linéaires de x3 n'apportent rien de plus que les combinaisons linéaires déjà apportées par x1 et x2.
Et vous pouvez trouver bien évidemment un contre-exemple. D'accord? Il suffit de trouver un contre-exemple. Alors un contre-exemple, on peut en trouver un très facilement. Allez, si je prends 3, 3 et 1. Je vous laisserai vérifier. Vous pourrez vérifier que ceci, ce n'est pas possible. Voilà, ceci n'appartient pas ici à l'ensemble des combinaisons linéaires engendrées par la famille. Je ne sais pas que bêta est égal à 1. Robin. Ou Robin. Je ne dis pas que bêta est égal à, je n'affirme pas qu'il est tout le temps égal à 1, je me dis que, encore une fois, les conditions qui me sont données font que je dois vérifier alpha égale moins bêta et gamma est égal à moins bêta. Et en l'occurrence, je peux montrer en fait tout simplement, ce que j'ai montré ici, c'est que, quand j'écris ceci, je montre que le couple en fait, moins 1, 1, moins 1, bon, je vais pas l'écrire comme ça, mais ce triplet de coefficients convient, c'est tout. D'accord? Et il y en a une infinité qui conviennent ici en fait. Et je peux avoir l'accessibilité en fonction de ça justement. D'accord? C'est pour ça que c'est important encore une fois, d'avoir la trace audio, parce que, encore une fois, quand je l'explique, je ne prétends pas que bêta doit être égal à 1. Je dis que si bêta est égal à 1, ça implique des choses sur alpha et gamma. Et ici, des choses qui n'impliquent pas pour autant la nullité de tous les coefficients. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin on va dire, du temps réglementaire, et vous êtes certainement occupés par ailleurs. Donc on va prendre quelques questions. Donc il nous reste globalement l'exercice un petit peu différent, l'exercice sur la liberté de certaines familles de fonctions, donc je vous invite à les chercher, et on en reparlera rapidement la prochaine fois. Alors, si l'on montre que l'on peut écrire le coefficient de la combinaison linéaire en fonction des coordonnées, tout à fait. Donc Angela, effectivement, on va retomber sur le type de raisonnement qu'on a fait pour l'exercice numéro 2. Donc l'exercice sur les familles de polynômes. C'est-à-dire qu'on va partir d'un élément quelconque de R3, donc un vecteur qui s'écrit ABC, et on va montrer qu'on peut trouver un alpha, bêta, gamma, tel que ce vecteur ABC puisse s'écrire comme alpha x1 plus bêta x2 plus gamma x3. Et comme ça, on revient bien à la définition qui est que la famille génératrice, si et seulement si, tout élément de l'ensemble de départ, enfin tout élément de l'espace vectoriel, peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille. Le support virtuel, oui, je vous le mettrai. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu pour plutôt utiliser le support virtuel que simplement le support de partage, on va dire, natif, histoire que vous puissiez avoir ces notes-là. Les notes que j'ai faites en direct, vous les aurez. Donc vous aurez un PDF qui reprendra ces notes-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas, vous, pour ceux qui n'avaient pas suffisamment au sens, qui n'avaient pas réussi à aller très loin, ou qui n'avaient pas pris le temps, prenez la peine avant nos séances de chercher les exercices. Tout simplement parce que vous aurez à ce moment-là des questions. Alors, Robin, je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là par rapport au cours. Pour les rediffusions des précédents cours, je ne peux rien garantir pour le moment. J'ai pas d'informations supplémentaires. Le flux était disponible, mais voilà. Alors Tommy, pour la semaine prochaine, vous faites quoi? Encore une fois, cherchez la suite de la feuille. Autant que faire se peut. Donc je vais pas vous donner encore une fois une contrainte chiffrée du genre chercher tel exercice.
Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où, idéalement, cherchez au maximum de ce que vous pouvez chercher, et ensuite, comme ça, vous viendrez capter des compléments. Ça sera d'autant plus productif si vous avez déjà cherché les exercices. Après, la semaine prochaine, typiquement, on va avoir un cours magistral ensemble et 2 TD. Les 2 séances de TD, qu'on va faire encore une fois en live ici, permettront de passer en revue la suite de la feuille. Mais la feuille étant par ailleurs finalement assez diversifiée, on ne pourra pas tout faire à l'écran non plus. D'accord? C'est pour ça que je vous demande, mais d'ailleurs c'est le cas en TD présentiel, hein. En TD présentiel assez souvent, on ne traite pas forcément tous les exercices. Il y a une partie des exercices traités, on va dire exhaustivement, et le reste, c'est laissé à votre liberté. Les slides du cours sur les espaces vectoriels. Alors les slides si tu parles du PowerPoint qui avait été diffusé, il est déjà sur la plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon bah écoutez, les questions ont l'air de se tarir. Si vous en avez d'autres, bien évidemment a posteriori, j'insiste, utilisez le forum. Ne restez pas sur une forme de, on va dire, de timidité ou de réserve. Sincèrement, profitez des moyens qui vous sont donnés. Déjà en temps normal, on vous le dit, hein, quand on est en présentiel, hein, on vous dit de passer au bureau, bah c'est exactement la même démarche. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est comme ça que vous allez progresser. Surtout sur une matière un petit peu nouvelle comme l'algèbre. Bon bah écoutez, je ne vous retiens pas plus. Je vois que certains se sont déjà déconnectés. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Bonne journée à tous.